Monsieur Ego, c'est un plaisir de vous recevoir une fois de plus sur notre plateau. Oui, le plaisir partagé. D'accord. Et salut encore à vous, Monsieur Margelin. Merci. C'est vraiment un honneur de vous avoir, d'avoir des panélistes comme vous, histoire de débattre sur notre football local. Nous allons commencer d'abord par le tour d'histoire, faire le bilan de notre première journée de Ligue 1. Avec Cadon qui s'est imposé. Passe laborieuse à lever l'extérieur de Pierre Modric, qui a trouvé la tête de son avant-centre de son coéquipier Yango Junior, Hugues, et qui a mis ce ballon. Et rien que cette situation a changé carrément la donne et a suscité, a poussé les Colombiens, entre guillemets, de voir un peu un nouveau plan de jeu. Mais toujours est-il que pendant qu'ils étaient menés, entre la 3e minute et la 39e minute, au moment où on inscrit le deuxième but par Yango, c'était, ça il faut le dire, les actions les plus dangereuses étaient du côté de Colombe. C'est ça qui m'a un peu surpris, parce qu'ils ont joué carrément 12 ballons dans la surface de réparation. Ça c'est un signe indicateur contre 4 pour les canonniers. Et surtout, même nombre de tirs cadrés, parce que Colombe était à 4 tirs cadrés, pendant que Canon n'était qu'à 2, mais 2 tirs cadrés qui se sont avérés vraiment efficaces, parce que c'était les 2 tirs qui ont suscité les 2 buts. Et le deuxième but qui arrive sur une erreur de défenseur central de la colonne de Samuelma Aloukou, qui a fait, donc la passe a été interceptée par Junior et Yango. Et justement, à cause de cette erreur, le coach français Dongo Ema était obligé de revoir un peu, de faire cette modification. Et il a donc fait sortir son latéral droit, Chuta Frégis. Il a repositionné le défenseur central Alouf à la sortie de base, c'est-à-dire en 6. Et il a fait entrer Bissot et Ahmed Onana. Et les 2 entrées qui ont justement fait, il a fait modifier, il a fait sortir Djaka et le milieu de terrain. Et cette sortie a encore poussé encore à en or. Ça s'est avéré peut-être pas efficace au niveau des buts, mais quand même efficace au niveau des schémas. Parce que la Colombe justement a bien contenu cette équipe de Canon. Contrairement de regarder par le score, si on commente uniquement le score, on peut croire que la Colombe n'a pas fait un mauvais match. Si on regarde seulement le score, mais par contre, quand on essaie de faire une analyse sur contenu, on va se rendre compte que le Canon a eu beaucoup de difficultés, surtout en deuxième mi-temps. Et c'est pour cela que la réduction du score ne m'a pas surpris dans cette réduction du score qui a trouvé la tête de Nana, et dans ce sens de Nana, et qui a trouvé la tête du jeune Yénan. C'est le jeune Yénan qui a égalisé lorsqu'il a coupé la trajectoire de ce centre de Nana, de ce coup franc à la 90e minute. Donc, pour cette rencontre, je n'ai pas trouvé assez d'intensité. Oui, c'est venu peut-être, oui, mais j'aurais souhaité voir quand même un peu de fraîcheur physique de la part des joueurs. C'est que je n'ai pas vu. Bon, peut-être on attend l'intensité d'ici la 4e journée. Au niveau de la rencontre de Canon, notre champion de la Coupe des Coupes, ils ont eu à faire 0-0 face à la modeste équipe d'Apégès. Un match très discuté, un match qui nous a laissé sans voix. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre, M. Margelin? Déjà, merci de m'avoir passé la parole. Et je pense que le match de Coupe du Cameroun, de Football Club de Baham, a un peu fatigué l'état de préparation de l'équipe. Parce que quand vous voyez un peu l'intervalle de temps entre la finale de la Coupe du Cameroun et le match qui s'est joué contre APGS, j'estime à mon niveau qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour se préparer pour cette rencontre et qui s'est soldée par un jeu égal. Et je pense quand même que c'est un match qui s'est beaucoup discuté. L'entraîneur a fait avec ce qu'il avait comme élément. Et ils ont pu s'en sortir avec un peu de stress. Mais comme la saison ne fait que commencer, je pense que les journées qui vont suivre seront un peu plus déterminantes. Ils ont eu pratiquement une semaine de préparation pour affronter cette équipe d'Apélès. Vu que la finale s'est tenue dimanche et ils ont joué jeudi. Donc ils ont eu pratiquement assez de temps. Bon, quand je parle de temps de préparation, c'est par rapport à l'adversaire. Vous savez que quand on prépare un match de Coupe du Cameroun, une finale de Coupe du Cameroun,
votre adversaire, pendant que vous vous préparez pour le match en question, votre adversaire se consacre à autre chose, donc forcément, ce n'est pas la même préparation, puisque vous avez, là, vous avez deux enjeux. Le premier enjeu étant la finale de la Coupe du Cameroun, et après il faut rebondir en championnat, pendant que votre adversaire, forcément, a déjà une idée figée sur la préparation du championnat. Donc je me dis qu'à un moment donné, ça peut aussi s'expliquer par l'état de fatigue générale de l'équipe. Mais avec le nouveau calendrier que nous a sorti notre fédération, ils seront amenés à jouer chaque 2 fois par semaine. Pensez-vous réellement qu'ils vont s'en sortir? Ce sont des professionnels, tout compte fait, ce sont des professionnels, ils vont s'adapter, ils vont se remobiliser. Je pense que c'est très tôt pour juger. Les mois, les semaines qui vont venir seront déterminants pour chacune des équipes de toute façon. Ok. Bamenda qui s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Bamboutos. Un match assez discuté, 2 favoris pour le titre. Que pensez-vous? Qu'avez-vous fait de cette analyse, monsieur? Du moins, on ne peut pas faire une analyse d'un match qu'on n'a pas vu. C'est que vous voulez qu'on analyse les suites de résultats. Et on peut pas. Ça c'est vraiment jouer les imposteurs ici. Si on commente un score, bon, peut-être que vous me demandez mon avis sur ce score, oui. Bamenda qui a remporté, oui. Peut-être on va se poser la question qu'est-ce qui s'est passé entre la finale et je profite aussi pour rebondir en disant, par exemple, pour vous le Baham, la finale, le match, il y a souvent cette difficulté souvent de faire la récupération. Tout à l'heure, vous avez posé la question par rapport au fait qu'on va jouer 2 fois par semaine. Oui, c'est pas un obstacle de jouer 2 fois par semaine si c'est calibré sur au moins c'est chaque 72 heures. Là, il n'y a pas de souci. Il y a des soucis quand c'est calibré sur chaque 24 heures, comme on a fait par les interpôts, parce que ce que la fédération camerounaise a eu à faire pendant les interpôts, ça ne se fait pas, c'est interdit. Ça veut dire que c'est contre les mesures et prescriptions même de la FIFA et même de la médecine sportive. On ne programme pas un match avec intervalle seulement de 24 heures de repos. Ça ne se fait pas. Chez les seniors, les joueurs seniors récupèrent après 48 heures, c'est-à-dire qu'on doit programmer chaque 112 heures. Parce que c'est 48 heures de récupération, non 24 heures. Et ici, avec la programmation, le calendrier que l'Africa Foot peut-être propose, oui, ici tout porte à porte que si ça se joue chaque 2 semaines, c'est-à-dire que le week-end dimanche et puis le mercredi, oui, ça c'est le bon timing, là ça peut se faire. Mais maintenant pour Fofou le Baham, est-ce que Fofou le Baham, est-ce que c'est la finale qui a eu un impact sur son résultat? Je dirais non. Parce que déjà, depuis la finale, parce qu'en réalité, parce que Fofou le Baham remporte d'abord la Coupe du Cameroun, Fofou le Baham était dans une situation, parce que même son adversaire était dans la même situation que Fofou le Baham, hein, c'est un peu une expression du quartier, c'est-à-dire qu'on était dans une affiche de Tendé contre Mobutu. Donc forcément, il fallait un vainqueur. Donc, 2 équipes pas bien préparées, mais il faut quand même un vainqueur. Et l'équipe la moins faible, à ce moment précis, a remporté. Et c'est pour cela que je n'étais pas surpris du manque de rythme de Fofou le Baham lors de la Super Coupe face à Coton Sport. Et lors même le résultat que je sors dessus, je ne me suis pas posé parce que les équipes, parce que les 2 finalistes ont eu des difficultés à se préparer. Et maintenant vous allez me demander pourquoi est-ce que Bamenda a gagné. Oui, Bamenda a gagné certainement parce que aussi Bamboutos, qui a fait aussi une bonne préparation, il a gagné, mais parce que ça se joue quand même aussi à Bamendisation. Ça a été sur un terrain où lui, il semble avoir pris les repères. Les joueurs semblent avoir pris les repères. Donc, et surtout que ce n'est que la première journée. Et il faudra plus attendre. Parce que 34 cette saison, donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a la formule du championnat un peu m'inquiète, ça m'inquiète un peu. Pourquoi? Parce que c'est une formule qui n'est pas compétitive. Nous sommes que ça ne garantit que 25 matchs. Pour les 2 équipes, ça ne garantit que 25 matchs. Et or, un professeur qui vient de ce nom, en fin de saison, doit comptabiliser entre 40 et 50 matchs en fin de saison. C'est ça. Si vous avez remarqué bien, nos joueurs ne s'exportent pas dans les grands championnats. Pourquoi? Parce que un championnat, c'est quoi la définition d'un championnat? C'est un championnat qui, à la fin de saison, est capable d'offrir des joueurs pour la concurrence. C'est-à-dire assez de temps le joueur, voilà, qui est allé faire des tests. Vous savez, c'est depuis 4 saisons que nous jouons. Non seulement le championnat n'est pas très fort, la deuxième division doit être une solution. Ça ne peut être une solution pour régler un problème. Donc ça c'est un indicateur qui démontre notre meilleur buteur de Sarimo Canal. Ils en sortent en deuxième division quelque part. Deuxième chose,
par exemple, je prends aussi le cas, par exemple, de l'an passé. Notre ballon d'or de l'an passé, Sohaibou Maï, d'autres belles buteurs ont fait banquette en Afrique du Sud. Ils n'ont pas fait banquette en Allemagne. Ils n'ont pas fait banquette en Italie, ni en France, ni en Angleterre. Ils ont fait banquette en Afrique du Sud. Ça veut dire que s'il peut faire banquette dans les 5 championnats du monde, mais faire le banquette dans le 50e championnat du monde, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Ça veut dire que notre championnat n'est pas compétitif. Ça veut dire que remettez notre championnat dans une situation où nos joueurs peuvent jouer 40 matchs la saison. Minimum la saison. Vos histoires là, parce que vous voulez toujours fuir la mauvaise organisation, parce que vous avez peur de ne pas être à jour. Non. Même à 19 matchs, lorsque Coton Sport a remporté, a arrivé à la finale, c'est là que si vous avez remarqué la dégradation de nos participations. Et c'est ça le danger avec la fédération. Ils ne pensent qu'à ce qu'eux gagnent. La dernière fois que nous avons joué, ils ne cherchent pas comme ça ce que les joueurs gagnent. Parce que ce que je prends des petits et que le championnat précédent. Le championnat précédent, par exemple, le championnat que Coton Sport a remporté en 2007. C'est un championnat du football. On a joué pour l'unique. Des gens ont joué 34 joueurs, plus les matchs de coupe. 34 joueurs. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a peur, avec 19 ans, on a peur de jouer en poule unique. On a peur de quoi? Donc c'est pour dire que les équipes actuelles ne rendent pas notre championnat compétitif. Ni compétitif, ni productif. Peut-être ce côté productif, je peux expliquer ça tout à l'heure. Monsieur Renaud, je me pose la question de savoir, est-ce que si on passe à une poule unique de 19 clubs, est-ce que les présidents de clubs sont capables donc de jouer ces 19 matchs-là? Parce qu'à un certain niveau, il y a un souci qui se pose, un souci de logement des joueurs. Il faut se déplacer de gauche à droite, il faut être là à temps. Et je me dis que peut-être la fédération laisse assez de temps aux présidents de club pour se mettre à jour, histoire de passer un coup. On a vu tout ça, la nutrition des joueurs, plus les éventuels primes. On va se rendre compte à tout casser bien comme pour ce match. Coton Sport a prévu dépenser 5 millions. Ça peut être une solution. Bon, ça va même de 3 millions. Pour régler un problème afin de venir de s'arriver au calendrier international. En 2010, lorsqu'on a mis cette formule de 2%, c'est parce qu'il fallait rattraper le calendrier international. Mais il savait que depuis que le président Samuel était devenu président, il savait que le calendrier international était rattrapé. Je ne sais pas pourquoi on s'accroche toujours à vouloir organiser en 2 jours, tout simplement parce qu'on pense qu'aux retombées commerciales. Et c'est ça le danger avec justement de la fédération. Ils ne pensent qu'à ce qu'eux ils gagnent. Ils ne cherchent pas à penser à ce que les clubs gagnent. Parce que ce que je lis souvent des critiques, des gens qui disent que oh là là, les clubs ont d'abord quoi. Non, un club professionnel, là, un championnat professionnel, c'est un championnat qui est organisé en garantissant les intérêts des clubs. Un club professionnel, c'est un club professionnel, c'est une structure sportive qui tire l'essentiel de ses revenus à travers ses activités. Et c'est quoi les activités d'un club professionnel? C'est les matchs joués. Un club professionnel au Cameroun reçoit combien en termes de recettes? C'est ça, c'est pas, soyons concrets. Entre 50 et 50%. Par exemple, on prend l'exemple des joueurs de Victoria était joue en France. C'est pas uniquement parce que ce club dépense de l'argent. Non, c'est pas ça la définition d'un club professionnel. Oui, lorsque j'ai appris que Victoria United s'est déplacé en Allemagne pour aller jouer contre l'argent. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Victoria United dépense en se déplaçant en avion. Si on ajoute l'hébergement à l'hôtel, on ajoute la nutrition des joueurs, plus les éventuels primes. On va se rendre compte qu'à tout casser bien comme pour ce match, Coton Sport a prévu dépenser 5 millions. Bon, ça va même modeste, 3 millions, mettons ça 3 millions. Lorsque Victoria United aura mis ces 3 millions pour dépenser, est-ce que quel sera dans le retour? Victoria United gagnera après. Rien. Or, un seul match doit déjà te faire gagner quelque chose. C'est ça le professionnalisme. Le professionnalisme, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas juste dire que je suis professionnel parce que tu as dépensé. Parce que les gens confondent dépenses et investissement. Parce que l'argent que Coton Sport dépense là, c'est une dépense d'investissement, ce n'est pas une dépense simple. La dépense, c'est quelque chose que tu mets, tu injectes sans gagner quelque chose en retour. Mais par contre, l'investissement, c'est parce que tu attends quelque chose en retour.
Maintenant, lorsque Victoria United aura dépensé 500 millions en fin de saison, la logique voudrait que Victoria United ait gagné 510 millions. Au moins une partie de ces dépenses. Pas qu'une partie, un club doit être bénéficiaire. En France, par exemple, dans tous les grands championnats, allez voir. Et qu'est-ce qui garantit donc le retour à l'investissement? Ce sont les droits TV, c'est la première source de revenus des clubs. Elle constitue entre 50 et 70% des revenus annuels des clubs. Quand Dijon joue en France, c'est parce que pour le déterminer, ce n'est pas à travers le leader, ce n'est pas à travers le champion. Parce qu'au Cameroun, pour déterminer quel club, quand on est champion, on dit que bon, le champion reçoit 400 millions. Non. Lorsqu'on repartit les droits TV, même le dernier a l'argent. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Par exemple. L'Angleterre, oui. En Angleterre, l'année, je me rappelle l'année au QPR, le dernier du championnat. Est-ce que vous savez que le dernier championnat d'Angleterre perçoit des droits TV plus que le premier championnat de France? C'est vrai. Le dernier en Angleterre perçoit plus que. Pourquoi? Parce que son championnat est financièrement plus coté. Et le droit TV en Angleterre, on est dans les 5 milliards d'euros. Pourquoi? Parce que c'est le championnat qui a atteint cette barre. Ils ont récupéré. Quand la France a atteint la barre de 1 milliard, ça a été. Le jour où vous savez par exemple que Neymar était malheureusement, il y a eu un Covid. La France est à 1 milliard d'euros. Tous les clubs. Le premier pays à atteindre cette barre, c'était l'Angleterre. Le jour ils vont recevoir le père. Non? Que notre championnat, si on veut le rendre compétitif et surtout productif, mettons les droits TV. Le président de la fédération actuelle, lorsqu'il était en campagne, il a promis d'amener un diffuseur, et pas n'importe lequel, pas un sport. Il a dit, pour les délégués qu'il il y a quand même des signes, il y a des stars. Donc, comme vous dites, il y a une en Éthiopie, où le Real de Madrid, comme il préparait un match. C'est Stade qui a même ravi les droits de TV à Canal+. En Tanzanie, c'est Azam TV. Quand le club qui reçoit le plus grand nombre de droits de TV, c'est à 5 milliards, comme le Simba, comme Young Africans. Ils ont 5 milliards par an. Le dernier club là-bas qui descend à 550 millions, c'est-à-dire 5 fois plus que le champion camerounais. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, je ne sais pas si les gens comprennent un peu ce que c'est qu'un championnat professionnel. Il ne suffit pas seulement de dire, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un décret. C'est toute une construction, c'est un vécu. Le professionnalisme, oui, Victoria United, lui, dépense 1 milliard, entre 1 milliard, mais ce qu'on ne dit pas, ce n'est qu'il dépense, il gagne quoi? Quand Dijon, je me rappelle l'année où on venait de recruter Neymar. Est-ce que vous savez que le Dijon avait récupéré 30% de ses revenus uniquement par le match, pour le match, lorsqu'ils ont, non, c'est pas, je crois que c'est Dijon ou Amiens, ils ont récupéré, parce que non seulement, le jour où vous savez par exemple que Neymar est une grosse star du football international, il arrive, il joue au PSG. Tous les clubs, les petits clubs ont maximisé leurs recettes sur ce match. Ils savent que le jour ils vont recevoir le PSG. Non seulement ils vont multiplier la billetterie par 10, ils n'ont pas dit double, ils disent multiplier par 10. Donc ils ont déjà de l'argent. Et les deux, les droits TV, ils auront des grosses droits TV. Par rapport, parce que si Amiens joue contre Toulouse, les mêmes retombées qu'ils ont contre Toulouse n'est pas les mêmes retombées qu'ils ont contre le PSG, où il y a quand même Messi, il y a des stars. Logiquement. Donc, est-ce que vous savez qu'en Espagne, il y a une année où le Real de Madrid, comme il préparait un match, il y a eu un match pour le Real de Madrid, comme le Real de Madrid préparait un match très important en Champions League. Le mercredi. Le dimanche, il devait jouer contre, je crois, Cadiz ou Oviedo. Ce jour, le Real de Madrid s'est fait battre par forfait. Par forfait le joueur. Parce que le Real de Madrid préférait avoir des joueurs frais pour privilégier la Champions League. Est-ce que vous savez que malgré cette victoire, que le petit club, la Cadiz, je ne m'appelle plus bien le club, ils ont porté plainte au Real de Madrid. Vous allez me poser la question, pourquoi est-ce qu'ils portent plainte? Pourtant ils ont 3 points. Non, attention. Tout le monde n'est pas. Il y a 2 choses qu'il faut gagner quand on. Soit on gagne les points sportivement, soit on gagne. Et laissez-moi vous dire, tous les clubs ne cherchent pas à être vainqueur du championnat, ou à être 2e ou 3e. La majorité des clubs, c'est pour juste être maintenu et gagner de l'argent. Or, ils ont expliqué que c'est parce que le fait de nous faire forfait, ils avaient pris des contrats avec des sponsors pour ce match. Puis c'est quand tu comptes le Real de Madrid, il y a des
des partenaires télévisés qui viennent. Donc l'audience sera multipliée par 10. Donc si vous avez souvent 1000 téléspectateurs pour votre match, d'habitude quand vous jouez peut-être contre Eba, mais contre l'Orient quand même, c'est quand même on frise au milliard de supporters. Donc ça fait que toi, quand votre service commercial va voir un partenaire pour ce match, il sait qu'il va coller son image pour ce match. Mais lorsqu'il y a forfait, le partenaire vous demande, c'est quoi? Donc imaginez un peu l'argent que ce club a perdu. C'est pour ça qu'ils ont porté plainte et ils ont eu gain de cause. C'est ça le professionnalisme. Quand Victoria dépense 3 millions pour aller jouer contre Coton, Victoria doit se poser la question, oui, je vais dépenser 3 millions, est-ce que je vais gagner 5 millions pour avoir mon bénéfice? C'est ça. Commençons à penser comme ça. En réalité, notre championnat est un championnat amateur, ce n'est pas un championnat professionnel. Donc j'avais terminé. Monsieur Magellan, vous avez quelque chose à rajouter? Bon, je voulais poser une question à mon copanéliste là. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit, sauf que j'ai un petit souci. Est-ce que vous estimez que Victoria United est en train d'investir dans le vide? Parce que j'estime quand même qu'une structure comme celle-là a un service comptable. C'est une structure qui est vraiment, comment je peux dire, qui fonctionne avec des comptables, des services comptables qui ont des experts en finance. Est-ce que vous estimez que vous êtes mieux placé pour... Parce que vous entendez parler, ils sont en train de verser l'argent comme ça et puis ils n'ont pas vraiment mené une étude à la base. Parce que quand vous parlez, on dirait que bon voilà, ils sont en train de se faire voir comme ça en injectant l'argent sans pourtant avoir des retombées. Pour vous répondre, quelles sont les poches de revenus de retour de Cameroun au Cameroun? Quand tu as dépensé 100 millions dans la fin de saison, qu'est-ce qui vous garantit le retour? Il y a d'abord la billetterie. Bon, et la billetterie rapporte combien en moyenne? Faisons le bilan de l'an passé. Quel est le club qui a rapporté le plus grand, qui est en tête des recettes? Bon, je ne vais pas donner le chiffre. Ce que je sais, c'est que non, donnez le chiffre, la billetterie est partagée entre la fédération, le club qui reçoit. Et quels sont les pourcentages? La mairie à 5%. Bon, oui, et la FECAFOOT combien? La FECAFOOT, je crois, c'est 25%. Et les deux clubs ont combien? C'est pas tant le reste des pourcentages. Bon, le club domicilié à 5%, oui. Le club domicilié à 50%. Oui. Le club extérieur à 20%. Donc ça veut dire que les deux clubs prennent 70% dans la part du gâteau. Maintenant, l'entretien mairie et transport et propriétaire du stade, c'est eux qui se partagent les 30%. Et généralement, la FECAFOOT s'en sort généralement avec 10-15% en fonction des répartitions. Donc ça veut dire que les clubs ont la plus grosse part. Donc, un club qui a 50% des recettes, comment se fait-il que lorsqu'on fait le bilan des recettes en fin de saison, aucun club ne s'assoit avec 5 millions? Donc, voilà, vous avez évoqué justement la fiche des recettes. Maintenant, comment se fait-il que le bilan de l'an passé et le bilan de l'année passée et des 4 dernières années, aucun club n'a fait 10 millions? Maintenant, non, parce qu'il y a des rubriques plus importantes que d'autres. Pour avoir le sponsor, il y a un outil qui manque, c'est le droit télé. Il n'y a pas de diffusion au Cameroun. La CIT n'est pas une division, c'est pas ça qu'on appelle la division. La division, c'est que vous diffusez tous les matchs. Et parfois, certains matchs peuvent faire l'objet d'un multiplex, certains jeunes peuvent faire l'objet d'un multiplex. Ce n'est pas que vous êtes seulement à Yaoundé. Donc, ça veut dire que si votre club n'a pas la chance d'être à Yaoundé, vous êtes mort. C'est ça. Ça y est, le sponsor là qui doit être là, vient là parce qu'il y a un diffuseur. Attention. C'est pour ça que j'ai posé la question. Quelles sont les poches de recettes? Vous avez mis un budget de 100 millions. Vous gagnez donc combien en vente de retour? Parce que les recettes de ça, je vous dis que l'an passé, le club qui a eu le plus grand nombre de recettes, c'est 3 millions. Est-ce qu'à ce niveau, je ne vais pas prendre sa place pour poser la question. Est-ce qu'à ce niveau, vous ne pensez pas que quelque part, même au niveau de la billetterie, il y a des agents bureaux? Parce que même s'il n'y a pas des agents le match de UMS de Lune, par exemple, il y a eu des soucis par rapport à la billetterie. Non, c'est pas le match. Des soucis par rapport à la billetterie. Non, c'est pas le match. Il y avait Union Gazelle, il y avait Astre. On s'est retrouvé avec des agents ici. Non, c'est pas ça. Il faut bien le situer. Il y a eu une mésentente entre les pièces. Ça n'a rien à voir avec les agents. On nous a fait savoir que c'était au niveau de la billetterie. On nous a fait savoir que c'était au niveau de la admettons maintenant à Yaoundé. Bon, admettons maintenant à Yaoundé. On a fait le match de l'organisation du Cameroun. Le lendemain, on nous a fait véhiculer un fake. Le lendemain,
fait croire que Faux Vaseux s'est sorti avec 1 300 000 de recettes. Quand j'ai lu ça, le site s'appelle Cameroun Sport et quelque chose. Quand j'ai vu ça, j'ai envoyé la capture. J'ai envoyé la capture sur le test sportif de Faux Vaseux. J'ai dit, mais tiens, les sessions, vous avez battu votre record de 3 dernières années à Tokyo. Cumulé, ça y est que. Le mec cumulé, non, il n'y a pas eu ça. Cumulé, ça y est que. Il dit, tiens, Le mec cumulé, non, il n'y a pas eu ça. Il dit, tiens, le lendemain, ils ont fait démenti. Le lendemain, ils ont fait un démenti. Quand vous dites que même là où il y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de partition. Vous dites que même là où il n'y a pas eu de soucis, pendant les il n'y a pas eu de playoffs, partition. on vous a communiqué, pendant les playoffs, qu'est-ce que les recettes de playoffs? On vous a communiqué. Première journée, 23 millions, 32 millions. Est-ce que vous savez que les clubs n'ont rien vu? Bon, là, moi, je ne peux pas faire des affirmations parce que non. la FECAFO n'a pas communiqué dessus. Donc non. Est-ce que la FECAFO a besoin de communiquer? Investiguez vous-même. Investiguez vous-même. C'est ça qui va nous tuer dans notre football, c'est que nous ne voulons pas investiguer. La communication n'est pas une information. L'information diffère de la communication. C'est nous qui devons chercher la communication. L'information par la communication. La communication, la communication consiste à dire ce qu'on va attendre par rapport à l'institution. Le plus gros souci, c'est que les clubs même ne se plaignent pas de manière officielle. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un mouvement de masse de représentants de clubs qui par rapport à la parce que c'est l'environnement difficile, comme vous l'avez parce que c'est l'environnement comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, et qui n'ont jamais reçu. Bon, ça c'est un cas mais on n'a jamais eu un mouvement de masse. Mais on n'a jamais eu un club qui disent un mouvement de masse. On n'a jamais eu. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu fou? Parce que par rapport de jouer la nouvelle saison, alors que l'année dernière, on n'avait pas perçu ce que les clubs disent. Mais sauf que c'est vous qui venez pas chercher l'information. Moi, j'ai couvert pratiquement la moitié des assemblées générales des clubs dans le rubrique recette des stades. Je suis d'accord. On n'a jamais pu appuyer ça. Sauf que de manière officielle, ils n'ont jamais fait. Bon, c'est pas de manière officielle. Une assemblée générale officielle. Ils n'ont jamais fait. Une assemblée générale, c'est une instance officielle. Par exemple, à l'occasion du général de sort, c'était le moyen pour dire la FECAFO ou alors à la Ligue. Que nous, avant de. Et l'organisation refuse les concertations. On ne peut pas continuer sur cette lancée parce que l'année dernière, on n'a pas reçu ce qui nous revient de voir. Mais si vous jouez, ça veut dire que quelque part, c'est que l'information est biaisée. Vous dites au tirage au sort, on a eu un débat plusieurs ils sont contre d'abord la Formule 2 poules. Tous étaient unanimes, personne ne veut la Formule 2 poules. Je vous prends cet exemple pourquoi? Parce que vous ne prenez que l'exemple du tirage au sort. Non. Une organisation se fait d'abord avec une concertation avec les clubs. Et depuis 2 saisons, la FECAFO refuse la concertation avec les clubs. Ils évitent la concertation, ils font des choses dans les chambres pour venir imposer au club. Donc, voilà aussi le souci que les clubs ont. Ça veut dire que tout le début de ce programme ne me suit pas parce que quand vous organisez, faites une organisation sans concertation préalable, ça crée ce que ça crée là. Ça crée tout ce que ça crée là. Actuellement, les clubs ne savent pas si. Ça crée tout ce que ça crée là. Actuellement, les clubs ne savent pas si. Nous sommes là à la deuxième journée. Moi, j'ai un gros souci. Nous sommes là à la deuxième journée. Je me dis que quelque part, moi j'ai un gros souci ceux qui investissent pour nous. Je me dis que quelque part, il investit pas. Tout à l'heure, vous avez parlé de Victor Électrique. Quand il investit, vous dites qu'il y a une différence de dépenser et d'investir. Les clubs dépensent. Ils n'investissent pas parce que. Les clubs dépensent. C'est dire que dans l'environnement de mesdames. Puis c'est vous dites quand on sort de l'argent, c'est pour gagner le genre de tout ça qu'on appelle dépense. Maintenant, c'est ça qu'on appelle investissement. C'est quand on sort sans rien gagner, c'est là une dépense. Les clubs d'investissement. Est-ce que vous avez des documents qui vous permettent de confirmer que effectivement les clubs ne perçoivent rien en termes de recettes via la FECAFO? Parce que là, apparemment vous ne voulez pas m'écouter. Non, je vous comprends parce que là, vous ne voulez pas me comprendre. J'ai dit bien ceci. C'est que les clubs ne perçoivent rien, mais ils continuent de jouer. Je dis bien ceci, c'est que vous-même, je vous mets au défi. Le match, vous étiez au stade avant-hier pour le Canon Colomb. Non, j'étais pas au stade. C'est dommage. Donc prochainement, quand vous allez au stade, je vous conseille vous-même
Mais j'étais là à Waikele la dernière fois. Quel match? D'aller. Bon, quand vous allez, ce genre de match à la fin, Bon, allez quand vous allez vers ce le coordonnateur genre du de match match à la fin, et vous demandez la allez recette. vers le coordonnateur du match En qualité et d'équipe. vous demandez la recette. Parce que généralement, ces gens-là, Vous n'êtes pas journaliste. Vous n'êtes pas journaliste. l'information. Vous n'êtes pas journaliste. Il n'y a pas d'information. Vous n'êtes pas journaliste. Pas journaliste. Ah ok, bon. Si vous n'êtes pas journaliste, bon, moi on me donne. Moi je suis journaliste, moi on me donne. Moi quand je viens, on me donne toujours. Moi on me donne. Et vous pensez que vous êtes... Puisque quand vous me posez la question, vous avez quel document? Moi quand je viens, on me donne toujours la recette. C'est un droit. C'est une information à ne pas Il cacher. ne prend l'information. C'est pas une information à cacher. Moi, quel que soit le salon où je pars, c'est la première chose. Après le résultat, quand j'ai fini de prendre j'ai fini de remplir mes fiches d'observation de match. Mais il y a plus d'observation. Et j'ai fait le tour, et quand j'ai fait le tour de plusieurs assemblées générales, j'ai fait le tour et je quand me suis j'ai toujours fait intéressé à la rubrique assemblée de l'année. Ce qu'ils ont eu je en me suis face. toujours intéressé à la rubrique. Je sais Le plus de gros l'année. bloc qui a eu le plus grand nombre de recettes, c'est 3 millions. Le pop qui a eu le plus Et la grand nombre de source, c'est 3 millions. le procès verbal des assemblées générales des clubs Et la source, concernés. c'est le procès Des verbal clubs des concernés. assemblées Donc, je ne sais générales pas quel est le document, mais il y en a encore. Donc, c'est la situation des clubs. Dans la recette des stades ne marche pas au Cameroun. Or, quand je fais une comparaison, par exemple, avec les clubs tanzaniens, un club comme Simba, un club comme Simba a eu, l'an passé par exemple, 78 millions. Et il n'était pas content. 60 millions, 18 millions de francs CFA. Et ils ont dit que c'était même le plus faible chiffre de leur histoire. Or, 70 millions déjà au Cameroun, ça fait une saison pour certains clubs. 6 ans ça. Et laissez-moi vous dire, j'ai causé avec un président de club de l'époque, d'une certaine époque des années 96. Il m'a dit carrément que pour eux c'était facile d'être président de club à l'époque que maintenant. Puisque les gens ne viennent pas ça. À l'époque, ils avaient en moyenne 2 millions de recettes de stade par match. Ça leur permettait de faire, rien que la recette de stade leur permettait de faire la scène, ils n'avaient pas besoin de mettre l'argent en main dans la poche. Or, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez un club qui fonctionne avec l'argent de la poche du président à plus de 30%, ça veut dire que le président n'est pas professionnel. Le professeur me dit que c'est l'activité que je fais qui génère l'argent pour que je fonctionne. Et non, je n'ai pas besoin de mettre la main dans la poche du président, non. Ça doit, bref, même si on doit mettre la main dans la poche du président, ça doit être un investissement. Ça veut dire que ça doit, c'est comme c'est un prêt. Je mets, parce que c'est ce qui serait remboursé par l'activité du club. C'est ça le football professionnel. Donc, 500 millions que Opopo va dépenser cette année. Opopo ne va pas récupérer 50 millions. Je vous mets au défi, si vous voulez, en fin de saison, nous allons faire le bilan. Je vous mets au défi que Opopo n'aura pas pour recette 50 millions. Avec la subvention de l'Africa Foot, avec l'affluence de cette première journée, pardon, parce qu'il y a vraiment affluence. Le match de Astre à Douala, j'ai vu, il y avait affluence aussi. Ça dit combien? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais... Non, il faut avoir des chiffres. Moi, je n'aime pas. Vous savez, moi, c'est le souci que j'ai un peu avec nous tous. Je m'inclus là-dedans. J'ai ce souci avec nous tous. Nous aimons toujours parler des approximations. On est toujours approximatif, on ne veut jamais être précis. Donnez-moi le nombre de personnes, le nombre de billets vendus. Au playoff, on vous donne le nombre de billets vendus. Vers la 70e, on vous donne le nombre de billets vendus, exactement vendus. On voit les gens au stade, oui, 4000 personnes. Il y a combien de billets vendus? Ce jour-là, il y avait 4000 personnes. Je vous nous donner pour le chiffre. Il y avait 4000 personnes au stade. Mais il y avait combien de billets vendus? Là, parce que c'était mon exercice favori, là, parce après chaque match. Je viens au stade, là, comme ça, je regarde, mais je demande le nombre de billets vendus. Je me rappelle un jour au stade Ngoïkele, quand les deux tribunes sont pleines au stade Ngoïkele, on doit avoir tout cassé 2400. Les deux tribunes, c'est 2400 personnes, en principe. Mais un jour, le match s'est achevé. Je suis arrivé, j'ai demandé, je suis venu vers la coordination. Il y avait que 1800 billets vendus. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce côté complexe. Il y avait que 1800. Pourtant, j'ai vu c'est qu'il y a plein. Il y a même des gens debout. Donc, ça y est, à tout casser pour avoir 3000 personnes. Mais j'ai demandé 1800 billets vendus. Donc, le match de Canon prenait pratiquement les 2000 personnes au stade. C'était même plus de 2000 personnes. Mais maintenant, il y a combien de billets vendus? Il y a combien de billets vendus? Ce sont tant de choses, ça veut dire que c'est les recettes de stade.
Vous savez, peut-être vous n'avez pas vu les matchs au Cameroun ici, les matchs beaucoup, Bon, où il y avait 50 000 personnes en à Vandela. ce moment-là, la responsabilité, La c'est responsabilité, c'est à tout le monde dans la machine sportive du Cameroun. Ça dit que quoi? Ça dit d'abord les dirigeants, les acteurs, nous-mêmes les journalistes. Parce que nous, les journalistes, nous ne nous formons pas pour maîtriser le mécanisme de fonctionnement de l'industrialisation du football. Ça, nous ne nous formons pas, nous ne connaissons pas. ça, Nous ne connaissons pas. D'ailleurs, nous tous sommes tous responsables. Donc, j'invite le président. Honnêtement, ça, c'est une proposition, c'est j'invite le président de la FECAFOOT d'asseoir, de faire asseoir tous les acteurs actifs et passifs du football pour commencer, d'abord pour former, éduquer et maintenant les amener maintenant à faire marcher la machine de la professionnalisation du football. Nous sommes tous responsables, nous sommes tous coupables. Donc, ça veut dire, et ça fait que même parmi les acteurs, beaucoup ne connaissent même pas la. Y compris Samuel Eto'o. Attention, quand je le dis, même quand Samuel Eto'o ne maîtrise pas le football, hein, il maîtrise le jeu. Parce qu'on football a plusieurs segments. Il y a le jeu, il y a l'administration, il y a la technique, l'entraînement, il y a l'habitat, voilà les 4 piliers du football. Eto'o ne maîtrise que le jeu, mais il ne maîtrise pas l'administration. Je suis désolé de vous dire. Quand je le dis, on va me tasser, quand vos téléspectateurs vont me tasser des hiboux, mais je vais assumer. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc nous, formons-nous. Quand je dis nous, je m'inclus les dames. C'est moi je sais que je ne connais pas le football. Formons-nous. C'est pour ça que je demande mettons-nous dans la formation du football, de la maîtrise du football. Ça va marcher. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Nous allons continuer avec notre tour, notre rubrique, le tour des stades, vis-à-vis de la rencontre Astre. Aigle Royal. Astre-Aigle Royal, où il y a eu un incident au niveau des 5 dernières minutes de la rencontre avec une coupure d'électricité. Monsieur Magellan, qu'avez-vous pensé de cela? Déjà, je puisse vous rassurer que tout était à dessein. Parce que lorsque vous interrogez les péripéties avant le match, on dirait que c'était prévu. Ou alors, il y avait quelque chose de programmé dans ce sens-là. Parce que le match a été émaillé de quelques soucis de commercialisation des billets. C'est-à-dire qu'il y avait les supporters au stade, mais la FECAFOOT et la direction du stade ne se sont pas accordés au niveau de la commercialisation des billets. Et ça a créé un imbroglio entre les deux instances. Donc les supporters se sont retrouvés à l'intérieur du stade sans toutefois débourser quoi que ce soit pour la billetterie. Oui. Donc l'analyse que je fais, c'est pour vous dire que déjà tout était à dessein. Parce que ce n'était pas anodin. Et là, j'interpelle la responsabilité de l'ONIES qui est censé réguler ou alors gérer tout ce qui est comme stade et l'entretien et les commodités qui vont avec. Donc, je pense que cette rencontre s'est jouée et s'est soldée par le score de 2-1 en faveur de Astre. On va peut-être dire que ça se passe ailleurs comme ça. On a souvent vu les matchs en Europe où l'électricité s'en va et puis ça revient. Mais c'était pas anodin. Pour ce cas-ci, c'était pas anodin parce que, comme je viens de vous l'expliquer, il y a un souci au niveau de la recette. Les recettes, je veux dire, de la billetterie. Donc, il faut vraiment que la FECAFOOT essaie de gérer avec eux les responsables des stades. Parce que ça peut être un élément qui peut en déclencher d'autres éléments au cours de la saison. Parce que s'il y a des accords aujourd'hui, pourquoi pas demain et après-demain? Il faut noter que le match a été retardé de quelques minutes du coup d'envoi, justement à cause de ce souci de billetterie-là. Et j'ai eu à lire sur la toile, certains ont accusé la FECAFOOT. Certains ont dit que lorsque tu... Je ne cite pas le nom, mais certains ont dit que lorsque tu loues une maison, tu t'arranges à payer l'électricité également. Mais pensez-vous que ce souci-là incombe directement la FECAFOOT? Déjà, du point de vue administratif, c'est la responsabilité de la FECAFOOT. Ça, il faut le dire. Parce que lorsque tu organises une compétition, tu dois garantir... Les moyens, tu dois permettre à ce que l'événement ou alors les événements puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Donc c'est le rôle de la FECAFOOT. Les acteurs sont là pour jouer, mais il y a une organisation qui est censée tout gérer en offre. Donc la FECAFOOT
sur le point de vue administratif, est responsable. Bon, la FECAFOOT aussi n'est pas entièrement responsable dans une mesure où il y a des gens qui sont payés, qui ont été nommés par le chef de l'État pour gérer les stades. Ce n'est pas le président de la FECAFOOT qui gère les stades. C'est-à-dire qu'il vient là et c'est pour jouer, profiter de l'aide du jeu, mais en réalité, il y a des gens qui gèrent les stades. Il faut plutôt pointer un doigt accusateur sur ces personnes parce que lorsque vous avez les coupures pareilles, on peut avoir des désaccords, mais on laisse quand même la partie se terminer. Moi, je pense que c'est même un sabotage par rapport à la FECAFOOT. Parce qu'on aurait pu laisser peut-être jouer, on aurait pu peut-être gérer ça autrement, mais tout montre que c'était à dessein. Pourquoi? Parce que en tant que responsable des stades, on n'a pas vu de communiqué après le match pour dire que nous sommes désolés de l'incident qui s'est passé parce que non, on n'a pas vu ni de communiqué, ni rien. Bon, ça veut dire que pour eux, rien ne s'est passé en fait. Moi, je pense que vraiment, il y a des petites tensions que la FECAFOOT et les gérants de stade, il faut que ça se règle le plus tôt possible. D'accord. Je voudrais poser une question à M. Magellan. C'est un plaisir pour moi de vous rejoindre. Vous accusez, c'est-à-dire vous affirmez qu'il pourrait s'agir là d'un sabotage. C'est quand même une accusation assez grave, M. Magellan. Est-ce que vous pouvez en quelque sorte nous dire c'est quoi en fait le lien direct avec la coupure, entre la coupure et le problème de billetterie? Et selon vous, qu'est-ce que les acteurs de cette coupure recherchaient finalement? Est-ce qu'après ça, on peut espérer avoir, n'est-ce pas, gain de cause en termes de billets? Est-ce qu'il y aura finalement gain de cause? Est-ce qu'ils auront ce qu'ils souhaitent après la coupure? Bon, déjà, je tiens à préciser, comme je l'ai dit tout à l'heure, que lorsque vous arrivez au stade et que les supporters qui sont ceux qui apprécient le jeu n'ont même pas accès au stade, ça veut dire qu'il y a d'abord un problème au niveau de l'organisation. C'est-à-dire que la FECAFOOT, qui est l'instance fêtière de notre football, et les gérants du stade, lorsqu'il y a un imbroglio, je pense quand même que on aurait dû gérer ça autrement. Et moi, je vous confirme que cette coupure n'était pas anodine parce que quand quelque chose arrive de manière inopinée, il y a quand même un communiqué. En tant que responsable, vous êtes dans une structure, s'il y a un incident ici, vous allez quand même faire un communiqué officiel après le match ou bien après l'émission pour dire que bon, voilà, il y a eu ceci, nous nous en excusons parce que nous avons constaté que pendant l'émission, il y a eu ceci et ça. On n'a pas vu de communiqué officiel, donc tout porte à croire qu'il y a une main noire derrière cette histoire. Est-ce que ce n'est pas une façon pour justement la Fédération camerounaise de football de ne pas attirer aussi trop d'attention derrière ça? Parce que les coupures, c'est aussi peut-être une stratégie de communication, de choisir de ne pas faire un communiqué un communiqué là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être ça? Bon, je ne sais pas ce qui se mijote en interne à la FECAFOOT, mais je pense, comme je vous ai dit tout à l'heure, que tout est à dessein parce que les problèmes de billets et tout, ça se gère avant le match. Je pense qu'il y a souvent les rencontres, les réunions techniques avant le match. Donc si à l'issue de la réunion technique, je suppose qu'elle a eu lieu, on n'a pas signalé ce genre de soucis. C'est pas lorsque les supporters veulent entrer qu'on vient faire blocus, je veux dire. Donc forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ne pas me répéter, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que si je peux rajouter quelque chose, cet incident au niveau de la billetterie a retardé le coup d'envoi de la rencontre, si je ne me trompe pas. Et avec un retard déjà accusé, le match n'a pas pu finir dans le temps qui était prévu pour cela. Au départ. Oui. Donc, lorsque on arrive déjà à 18h, parce que je pense que le match allait jusqu'aux 18h30, il n'y a pas de lumière. La FECAFOOT devait déjà chercher un second plan, devait essayer de prévoir déjà cela. Pensez-vous donc qu'ils se sont mal organisés? Bon, l'organisation, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des responsabilités qui sont partagées en fait. Et on ne peut pas délocaliser comme ça.
Vous savez, ces deux équipes, la logistique et tout. Ouais. On ne peut pas dire que bon, ici, comme il n'y a pas de petits salons, peut-être au stade de la réunification. Surtout qu'on était à la 80e. Oui, c'est un truc professionnel, donc ça veut dire que même pour aller jouer ailleurs, il faut même d'abord même que les dirigeants du stade vous donnent l'autorisation. On devait jouer le match du trophée des champions à Limbi. Vous savez ce qui s'est passé pour que Ça se retrouve à Douala. là-bas. Ça veut dire que quelque part quand même, ce sont des structures. On ne débat pas comme ça, excusez-moi, on ne débat pas comme ça. On dit que bon, comme il y a un stade là-bas, allons jouer là-bas. Donc il y a des plannings bien définis pour que le match puisse se jouer quelque part. Et puis la logistique, comme j'ai expliqué, comment est-ce qu'on devait faire pour transporter les supporters qui étaient déjà dans le stade vers un autre stade? Ça ne se fait même pas en fait. Vous regardez Kind Foot, la passion du foot, c'est ici avec notre invité Magellan et bien sûr David qui a cheminé avec le tour des stades. Nous allons bientôt entamer bien sûr la seconde ponctuation. Nous avons avec Magellan ici fait également le saut sur l'actualité du moment, mais nous allons tout d'abord, je vais vous annoncer, aller à la découverte d'un joueur, je pense David qu'il est à Canon, c'est un joueur professionnel pour l'instant et je vous assure que les merveilles qu'il fait, vous ferez bien de rester scotché et surtout de nous suivre et de regarder. On se retrouve juste après et puis Magellan nous dira peut-être quelque chose sur ce joueur. A tout de suite. Deuxième mi-temps face à Colombe, si les consignes coach étaient je pense que Colombe c'est une très grande équipe. Je pense que deuxième mi-temps ils ont quand même essayé un peu de tenir jusqu'à ils ont réussi à marquer un but. Mais on a aussi laissé faire parce que nous-mêmes nous sommes vraiment préparés pour le match et nous savons d'avoir souvent aussi les consignes de coach. Donc nous pensons que peut-être sur notre prochain match on va aussi mettre pour corriger certains erreurs. Donc voilà. Ok, merci. Bonjour, moi c'est Junior Brandon Djoufak, arrière droit des Canons sportifs de Yaoundé. Vous avez débuté le foot à quel âge? J'avais commencé à jouer au foot depuis 14 ans, quand le foot de brasserie. Comment s'est passé votre transfert à Canon? C'est vrai, ça s'est très bien passé parce que j'avais fait 3 saisons avec Bamboutos et Bouddha. Et après ma dernière saison avec Bamboutos, j'étais contacté par le Canon sportif de Yaoundé. Et voilà, nous sommes aujourd'hui, je suis avec Canon sportif de Yaoundé. Ça n'a pas été trop difficile de quitter Bamboutos, de quitter vos partenaires après 3 saisons à Bamboutos? C'est vrai, être avec une équipe comme Bamboutos et Bouddha, vraiment, j'étais vraiment accueilli par l'équipe de Bamboutos avec tous les supporters qui sont là à l'ouest. Vraiment, c'était pas facile de les laisser, mais comme dans la vie, il faut toujours faire un choix. Et je pense que j'avais vraiment donné le meilleur de moi avec Bamboutos et Bouddha, donc vraiment il fallait que je change aussi d'air pour voir un peu de faire un nouveau challenge aussi ailleurs, comme une équipe comme Canon sportif de Yaoundé. Votre premier à Canon, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vraiment la maison est bien, c'était une maison très bien et posée. Vous-même, vous savez, être avec l'équipe comme Canon sportif de Yaoundé, c'est une équipe à pression, mais il faut souvent prendre ça positivement parce que vraiment, c'est ça aussi le foot.
Sur votre parcours, on constate que vous avez joué en Guinée. Comment cela s'est fait? Ouais, c'est vrai, on avait fait un petit tournoi en Guinée. Et vraiment, nous sommes rentrés avec un trophée de vice-champion parce qu'on avait joué la finale en Guinée. On n'avait pas remporté la finale, donc voilà. Nous sommes rentrés au Cameroun, c'est un peu de préparer notre saison, qui est notre championnat qui s'est lancé hier contre Canon Sportif avec Colombe. On a gagné 2 buts à 1, donc voilà. Ouais, c'est vrai, c'est notre premier match contre Colombe. Vraiment, nous les joueurs, avec les staffs techniques, on s'est décidé vraiment que c'est notre premier match. Il faut qu'on doit vraiment s'y mettre pour essayer un peu de gagner notre premier match parce que c'est ça qui détermine notre saison et notre parcours de notre championnat. Et Dieu merci, nous l'avons remporté. Ouais, c'est vrai, vraiment, vous savez, être avec l'équipe nationale, vraiment, c'est pas du tout facile. Mais déjà, dès que vous êtes dans la maison, et ça se transforme. Et je pense que l'équipe nationale a pris, c'est vrai, j'étais là. Et avec le coach, tout s'est bien passé. Il y avait mes coéquipiers. Je pense qu'il n'a pas eu de problème, mais nous sommes là tranquilles. On travaille pour être toujours là. Donc voilà. Ouais, c'est vrai, notre objectif cette saison, c'est d'être champion du Cameroun, d'être vainqueur de la Coupe du Cameroun. Vraiment, c'est les 2 objectifs que nous cherchons cette année. Ouais, mon idole, c'est Faye Collins. Faye Collins, je n'ai pas un doute à réfléchir ou peut-être de regarder plus loin. C'est Faye Collins parce que vraiment, c'est un mec qui est vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais il est vraiment au top. Donc vraiment, j'aimerais être comme lui. Parce que c'est un joueur vraiment, il est vraiment très apprécié. Donc, oui, c'était à Kumba, avec au centre de formation. C'était à Kumba que j'avais commencé à jouer au foot à l'âge de 8 ans, avant d'être au Brasserie à l'âge de 14 ans. Donc voilà, c'est à Kumba et vraiment, j'apprécie mes frères et sœurs qui sont à Kumba, les supporters qui m'ont poussé à bout vraiment d'être où je suis aujourd'hui. C'était pas vraiment facile, mais c'est là où j'ai commencé. Avec Brescia Dortmund à Kumba. C'est vraiment un centre de formation très bien et j'apprécie aussi le coach Bami. Il s'appelle Bami Modeste. Vraiment, je l'apprécie beaucoup, qui continue à travailler. Et mes jeunes petits frères qui vont aussi bien aussi derrière moi. Donc voilà. Ouais, c'est vrai, nous on nous appelle les 12e joueurs, les supporters de Canon. Vraiment, je sais qu'ils sont là. Et nous, vraiment, nous les joueurs, nous faisons aussi notre partie à chaque match, de les remporter la victoire. Parce que je sais que c'est à travers de la victoire qu'ils vraiment eux-mêmes qui seront contents. Donc vraiment, nous le promettons seulement la victoire de chaque match. Donc c'est un peu ça. De retour sur ce plateau, nous allons bien sûr revenir sur notre invité. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez dit qu'il est excellent. Ouais. Vous pensez qu'en plus des championnats camerounais, il a la chance de trouver, de se faire une carrière à l'extérieur du pays, dans les grands clubs? Bon, déjà, je pense que là, un peu, c'est... il faut un peu aller crescendo. Il faut d'abord essayer de confirmer, même déjà au niveau de notre championnat. Il est un excellent footballeur, mais pas forcément le meilleur. Donc, il faut encore bosser. Il faut encore bosser pour prouver. Pourquoi pas taper déjà à l'œil du sélectionneur national? Une convocation en équipe nationale serait la bienvenue. Parce que aujourd'hui, les clubs européens, lorsque vous jouez dans l'équipe nationale, vous avez plus de crédit, vous avez plus de visibilité. Et ça peut booster, ça peut accélérer votre carrière. Donc je pense que déjà au niveau même de notre sélection, il peut frapper à l'aide du sélectionneur, comme c'était le cas avec Mahop, malheureusement qui n'a pas pu se maintenir sur le long terme, mais on espère. Alors David, Magellan dit qu'il a besoin Yves a besoin de se perfectionner pour frapper à l'œil d'abord du sélectionneur national. Toi, tu as été avec lui.
Est-ce que tu penses qu'en termes de préparation, il se donne à fond quand même et qu'il y a de l'espoir, il y a de la matière pour atteindre d'abord cet objectif sur le plan national? Oui, Madame Yolande, c'est un excellent joueur comme vous le dites. Pour avoir passé pratiquement la journée avec lui, pour avoir assisté à son match de canon face à la Colombe, il en ressort que c'est un très bon joueur. Un gars qui se donne à fond, non seulement sur le plan tactique, mais qui essaye toujours de respecter les consignes du coach. Donc, très important. Oui, qui se bat. Il m'a dit, durant l'entretien que j'ai eu avec lui hier, il m'a raconté son aventure qu'il a eue en Guinée, parce qu'il est passé par la Guinée, il a joué une saison et il est même sorti champion. Donc il a eu à me raconter cette aventure-là. Et je constate vraiment que c'est un gars qui a l'amour du football, qui est passionné par ce qu'il fait. Et non seulement il est passionné, mais il a du talent. Donc je pense que ça va aller. Maintenant, il faudrait juste que notre football soit assez compétitif. Quand je dis compétitif, il faudrait que les gars puissent enchaîner les matchs. Parce que là, nous sommes sur une saison à peine 25 matchs. C'est pas évident. Donc il faudrait que les gars puissent enchaîner, il faudrait que les gars puissent jouer pour taper dans l'œil du sélectionneur. Sinon, ça ne sera vraiment pas évident. Alors Magellan, il faut qu'on enchaîne, mais aussi au niveau de l'organisation de notre fédération, les réformes qui ont été effectuées depuis l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de cette fédération, on pense jusqu'ici, sont favorables à ces joueurs-là. Vous pensez que ça peut avoir un impact également sur le rendu, sur le rendement de ces joueurs en herbe qui sont en train de travailler derrière pour se démarquer? Oui, effectivement, je pense que tous les projets de la FECAFOOT actuellement sont au service des joueurs dont ils seront les principaux bénéficiaires. Et je pense que tout ce qui est fait actuellement, c'est pour promouvoir déjà les talents d'ici. Parce que lorsque vous regardez un peu la sélection actuellement, de temps en temps, quand même, on prend les joueurs locaux, malheureusement, qui, sur le long terme, n'arrivent pas à s'imposer. Mais c'est déjà une bonne politique quand même de penser à recruter au sein de nos équipes du championnat camerounais. Oui. C'est une très bonne politique et je pense que c'est maintenant à eux de travailler, de bosser dur et de montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'aller prendre les joueurs camerounais qui sont à l'extérieur pour jouer en sélection. Et s'ils confirment sur le long terme, je pense qu'on va retourner dans les années 90 où on n'avait pas forcément besoin de jouer ailleurs. Nos joueurs étaient essentiellement composés des joueurs du canon, Coton Sport et tout. Donc, alors nous allons quitter le championnat camerounais, mais pour parler maintenant de l'équipe nationale, il y a la nouvelle liste qui a été publiée, a été rendue publique. Vous l'avez certainement, Magellan et David. Je souhaite qu'on débatte ou alors qu'on essaye de décortiquer, on essaie de décortiquer autour de ces joueurs qui ont été sélectionnés. Alors, d'abord, au niveau des gardiens de but, nous avons Passif et Ondoa et Andro Nana. Il y a beaucoup de remue-ménage autour d'Ondoa. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces trois gardiens de but qui ont été sélectionnés? Je note, il faut noter déjà que les prochaines rencontres, c'est d'abord le 12 octobre avec la Russie. Il faut là avoir un gardien de but assez méticuleux et assez fort. Vous pensez, parmi les trois, que qui peut faire l'affaire? Déjà au niveau du poste de gardien de but, le Cameroun n'a jamais été en difficulté à ce niveau. Nous avons toujours eu les grands gardiens de but. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, nous avons Andro Nana qui joue à Manchester United. Et qui enchaîne depuis pas mal de temps quelques difficultés quand même si ce n'est pas dû directement à lui. On sait très bien que lorsqu'on évolue à l'extérieur, parfois on tire directement sur l'Africain. Bon, c'est vrai quand même qu'il est en difficulté actuellement. Il connaît un début de saison assez difficile. Oui, mais en sélection, il nous a prouvé une fois de plus à Garoua au match de qualification contre le Burundi qu'il a sa place
par rapport à tout ce qui a été dit et tout. Exact. Il nous a permis de gagner ce match de par ses arrêts décisifs qu'il a réalisés. Et je pense que par rapport aux autres qui n'ont pas un temps de jeu en club, il y a même pas, la question ne mérite même pas d'être posée. Bon, je vais respecter le choix de l'entraîneur, mais je pense que Andrew Onana, il est celui-là qui sera aligné pendant le match contre la Russie. David, du même avis aussi? Naturellement, je partage l'avis de mon confrère. Il n'y a même pas débat dessus. D'accord. Alors nous passons chez les défenseurs. Mais avant toutefois de tomber crescendo chez les défenseurs, j'aimerais revenir sur le cas d'Ondoa. Nous avons une équipe nationale déjà assez vieillissante. Donc je pense qu'il est temps de rajeunir ce poste-là. Oui. Nous avons les gars comme Simon Gapadou qui évolue à Marseille, qui est 3e gardien à Marseille. Pourquoi pas faire venir un gars comme Simon pour venir gérer, pour venir apprendre aux côtés de ses aînés? Je pense qu'il est temps de le faire. De laisser un gars comme on doit peut-être de côté pour faire venir un gars comme Simon. Pourquoi pas? Il faut noter qu'ici, là, on doit évoluer en national, 3e division française. Et pourquoi toujours essayer de le rappeler? On pourrait même prendre un gars sur le plan local. Alors, selon vous, on ne méritait pas d'être appelé, c'est ça? Pas qu'il ne méritait pas, mais je pense que il est temps pour lui de laisser la place à ses cadets. Pourquoi pas? Bon, voilà, là aussi, c'est votre avis, hein, et puis on respecte cet avis-là. Je pense que notre sélectionneur sait très bien ce qu'il fait. S'il a appelé Epassi, Ondoa et Onana, certainement, il sait qu'il y a complémentarité entre ces différents gardiens de but. Nous passons sans transition peut-être avec chez les défenseurs. Vous avez la liste. Magellan, un mot peut-être? La liste, on va dire, c'est déjà vu, parce que là, sauf le retour de Jean-Charles Castelletto, je pense que tout le reste là, ce sont les habitués de la tanière. En témoigne le match contre le Burundi, ils étaient là au rassemblement. Je pense que le sélectionneur n'a pas voulu prendre le risque de convoquer d'autres joueurs, parce que prendre d'autres joueurs alors qu'on prépare une CAN maintenant, les automatismes, ça demande à revoir et à retravailler. Donc je pense qu'il a préféré maintenir la confiance sur les éléments dont il a la parfaite maîtrise. Exact, il n'a pas voulu courir de risques. Non. Vous êtes du même avis, David? Je suis du même avis que mon confrère. C'est tout à fait normal d'essayer dans la continuité, surtout quand on a une CAN qui approche à grands pas. Donc je pense que côté défense, il faut garder déjà cette sérénité-là. Alors, l'enjeu de ce match pour les milieux de terrain qui ont un rôle très important à jouer, je vois Zambo Anguissa, Ondoa, Cham, Kemen, Koundé Malong. L'enjeu doit être assez fort pour ces milieux de terrain parce que la Russie a un jeu assez agressif. Voilà, agressif. Vous pensez que le milieu peut tenir, Monsieur Magellan? Bon, avant de répondre à votre question, on fait avec ce qu'on a. Hein. On n'a pas mieux que ces gens qu'on a sélectionnés là. Donc je pense que si aujourd'hui vous avez un gars comme Zambo Anguissa, vous n'avez pas mieux que lui en termes de football au milieu de terrain. Au Cameroun ou alors à l'extérieur? Pour les Camerounais qui vivent ici, que ou ça alors soit pour au les joueurs Cameroun, qui que ça évoluent soit à l'extérieur, je crois que le choix de Zambo ne fait l'objet d'aucune contestation. Naturellement. Et le seul problème qu'il a eu à régler, c'était, je crois, comment il s'appelle là, celui qui était là la dernière fois. Elliot. Non, le milieu de terrain là, costaud là, qui a joué à PGS là. Comment je l'oublie là? Avant. Non. Umgwet qui était là la dernière fois, il a été remplacé par Koundé Malong, qui a aussi un gros volume de jeu. Je pense que là, c'est du poste pour poste. Là, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu changement. Bon. Je pense que le milieu est assez compact et dynamique avec Kemen qui est un milieu box-to-box. C'est-à-dire qu'il peut quitter de la défense en attaque et vice-versa. Donc, c'est un relais entre la défense et l'attaque. Il joue bien ce rôle.
Et il a un gros volume de jeu, effectivement. Et ce qui me plaît, c'est qu'il y a une complémentarité entre Zambo Anguissa et Kemen quand ils sont associés. C'est-à-dire que quand Kemen monte, Zambo descend en 6, et quand Zambo monte, Kemen descend en 6. Ils sont plutôt complémentaires. On a vu cela contre le Burundi et ça a porté fruit parce qu'il y a vraiment une organisation tactique au milieu de terrain et ils ont respecté les consignes. On sait que l'équipe camerounaise se déploie gravement lorsqu'elle se sent en danger. C'est peut-être la raison pour laquelle notre sélectionneur a pu également réunir tous ces différents attaquants. Vous pensez également que ces attaquants pourront faire la fête face au Sénégal? Parce que je rappelle ici que nous allons rencontrer le Sénégal également le 16 octobre, juste quelques jours, c'est-à-dire quelques jours après la Russie. Il n'y aura pas assez de récupération. Vous pensez qu'il pourra aligner les mêmes joueurs et que le résultat pourrait être également efficace pendant ces deux rencontres? De toutes les façons, ce sont les matchs de préparation. Il n'y a pas vraiment un réel enjeu. Ce n'est pas la Coupe d'Afrique proprement dite. Donc ça veut dire que c'est des matchs généralement qui permettent de rôder l'effectif. C'est-à-dire que nous avons une canne à préparer. C'est le moment de faire jouer 15 minutes, 20 minutes pour que nous puissions voir qui peut apporter quoi, qui peut apporter un plus où. Et je pense que c'est vrai, on mise une victoire, mais le but premier de cette préparation, c'est de rôder l'effectif. Et quand on parle de rôder l'effectif, ça revient à votre question. Nous avons 2 matchs à préparer. Je pense que les attaquants qu'il a appelés feront le job pendant les 2 matchs sans problème. On note la présence du nouveau Franck Malgré, qui va aussi apporter un plus. C'est un avant-centre qui joue à Toulouse. Je pense que c'est une convocation méritée au regard de ses performances en Ligue 1 cette saison. Je pense qu'il va apporter également un plus aux côtés de Aboubakar Vincent et Maxime Choupo-Moting. David, un mot peut-être pour ces attaquants sélectionnés? Je ne peux que rejoindre au sein des Lions et à noter que c'est, comment on dit, on avait réellement besoin de voir quelqu'un d'autre dans cette sélection-là. Parce que durant tous nos matchs de qualification, nous avons eu quand même quelques soucis pour scorer, pour marquer, donc c'est pas évident. On se dit donc qu'avec Franck Magri, peut-être associé avec Aboubakar Vincent, comme depuis le dernier match face au Burundi, le sélectionneur veut jouer avec 2 avant-centres, en l'idée de Choupo et Aboubakar, même comme il laisse un peu Choupo en 10 ou en électron libre. On se dit que avec l'arrivée de Franck Magri, il pourra encore essayer durant ces 2 matchs de préparation, il pourrait essayer encore la même tactique et on verra ce que ça peut donner. On verra ce que ça pose et surtout faire évoluer le championnat camerounais, le placer au top. 50 minutes pour avancer dans le domaine du foot avec des invités de marque et surtout des invités de qualité. Merci de nous avoir suivis. Yolande Oumiobe était à la présentation. Nous disons merci également à tous nos partenaires. Merci à tous les techniciens et surtout aux réalisateurs. Nous nous retrouvons avec plaisir à la prochaine édition. À bientôt.